Les États-Unis ont frappé l'Iran pour la troisième nuit consécutive, alors que Donald Trump laisse entendre que l'armée américaine pourrait prendre le contrôle du détroit d'Ormuz. Le feu dans la forêt de Fontainebleau en Seine-et-Marne continue d'avancer. Près de 850 sapeurs-pompiers, 200 engins terrestres et 6 avions ont été mobilisés sur place. 9 pays européens et l'Ukraine ont annoncé lundi à Paris la création d'une coalition pour développer des capacités anti-balistiques en Europe. L'armée américaine a lancé des frappes contre l'Iran pour la troisième nuit consécutive tôt mardi matin. En représailles, Téhéran a pris pour cible 2 pétroliers liés aux Émirats arabes unis dans le détroit d'Ormuz ainsi que Bahreïn. Le ministère de la Défense des Émirats arabes unis a indiqué que l'attaque contre les navires avait fait un mort et 8 blessés parmi les marins. Ces nouvelles frappes interviennent alors que l'Iran et les États-Unis se disputent le contrôle du stratégique détroit d'Ormuz. Donald Trump a laissé entendre que son administration pourrait percevoir des droits de passage pour les navires empruntant le détroit, revenant ainsi sur un engagement précédent. We're hitting them very hard. We had a deal yesterday or the day before yesterday was all done, and then they broke up that deal immediately because they found out there was something in the deal they didn't like. And they're wired differently, and we're not going to put up with it. We are just going forward. We're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the Strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end, we will end up just controlling the whole thing. And what they're doing is being very foolish, very stupid, and they've treated people horribly. Le ministère iranien des Affaires étrangères estime que le protocole d'accord, qui avait servi de base aux négociations et levé le blocus américain, est désormais en crise. Malgré l'escalade des hostilités, Donald Trump a affirmé lundi soir qu'un accord était toujours possible. Le feu dans la forêt de Fontainebleau en Seine-et-Marne n'est toujours pas fixé ce mardi matin, alors que le foyer principal, qui a commencé à brûler dimanche en fin de journée, a déjà parcouru des centaines d'hectares. Un deuxième départ de feu s'est déclenché lundi peu avant 15 h, près de la ville de Fontainebleau et ses 15 000 habitants. Près de 850 sapeurs-pompiers et 200 engins terrestres sont mobilisés. Face à la gravité de la situation, 4 Canadair, 2 bombardiers Dash et 3 hélicoptères bombardiers d'eau sont attendus dans la journée. Une première en Île-de-France. Un feu d'une nature et d'une ampleur complètement exceptionnelle, des moyens qui le sont tout autant, totalement inhabituels, vous le voyez vous-même, des Dash, des Canadair au-dessus de la forêt de Fontainebleau. Monsieur le Président, ça ne s'était évidemment jamais vu. Selon les autorités locales, le secteur urbain de Fontainebleau n'est pas menacé par les feux, mais par mesure de précaution, près d'1 millier de personnes ont été évacuées, dont les résidents d'un camping situé en lisière de forêt. L'autoroute A6 reste, elle, toujours coupée à hauteur de la ville. De son côté, le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez, qui a affirmé la veille que cet incendie pourrait être d'origine criminelle, a confirmé l'interpellation de 2 personnes. L'Ukraine et ses alliés forment un nouveau groupe pour contrer la menace balistique russe. Lors du sommet de la coalition des volontaires organisé lundi à Paris, 9 pays européens et l'Ukraine ont décidé de créer une coalition anti-balistique afin de développer des capacités européennes antimissiles. L'Ukraine, l'Italie, le Danemark, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège, l'Espagne, la Suède et le Royaume-Uni assurent que la vocation de ce groupe est uniquement défensive pour dissuader et neutraliser les menaces de missiles. La France et l'Ukraine se sont par ailleurs entendus sur une feuille de route prévoyant l'acquisition par Kiev de 16 avions de combat Rafale et leurs armements, dont les premiers doivent voler dans les airs ukrainiens dès 2028-2029, a annoncé Emmanuel Macron. Kiev va également accueillir un premier lot de batteries antimissiles. Leur livraison est prévue dans les semaines à venir. En marge du sommet, l'Union européenne et le Royaume-Uni ont finalisé l'accord sur le prêt de 90 milliards d'euros destiné à soutenir l'Ukraine. Lundi matin, le Kremlin avait déclaré qu'il suivrait le sommet de très près, qualifiant le groupe de coalition de bellicistes qui ne souhaitent pas la paix. À quelques mois de la fin de son mandat présidentiel, Emmanuel Macron a prononcé lundi son 10e et dernier discours devant les forces armées, un discours traditionnellement tenu la veille de la fête nationale.
La majeure partie de son intervention a été consacrée à un appel en faveur d'un soutien encore plus important de l'État envers les militaires. Mais ce discours lui a également permis de dresser son bilan. Son arrivée à l'Élysée en 2017 a été marquée par la démission du chef d'état-major des armées, une première sous la Ve République. Le général Pierre de Villiers se disait inquiet concernant les coupes budgétaires dans la défense. Pourtant, presque une décennie plus tard, ce budget qui était de 32 milliards d'euros en 2017 est passé à 2% du PIB, comme le souhaitait le chef de l'État. Emmanuel Macron a également souligné la nécessité de mener à bien des projets au niveau européen. L'Europe est en train de devenir une puissance, s'appuyant sur les États qui la constituent, respectueuse de leurs décisions souveraines, mais assumant de se défendre et d'agir unis. Le message que nous envoyons au monde est le suivant. Oui, la paix est notre but. Oui, nous chérissons la liberté et le droit. Et oui, nous nous tenons prêts à combattre pour les défendre, toujours, et au prix du sang s'il le faut. Le président français a donc accordé toute une partie de son discours à l'importance de prolonger le réarmement au niveau national et européen face à ce qu'il considère comme de nouvelles menaces. Le locataire de l'Élysée a évoqué l'annonce il y a quelques semaines de l'échec du SCAF, un projet franco-allemand d'avions de combat, lancé en 2017 par Emmanuel Macron et Angela Merkel. Le système, qui comprend également des drones reliés entre eux par un système de communication innovant, n'a pas survécu aux tensions germano-françaises entre Airbus et Dassault. L'Union européenne et le Royaume-Uni ont annoncé ce lundi prendre des sanctions contre la Russie pour avoir mené, selon eux, une campagne de cyberespionnage. Ces mesures font suite à des attaques visant le réseau énergétique polonais et à l'organisation d'une campagne plus large à travers l'Europe ces dernières années. Ce lundi, l'Allemagne et la France ont indiqué convoquer leurs ambassadeurs de Russie respectifs. Nous convoquerons l'ambassadeur de Russie en France dans les prochains jours, mais que nous allons également prendre des sanctions à l'encontre de 9 individus et de 4 entités responsables de cette campagne de cyber qui a été orchestrée par le FSB, le bureau de sécurité, le service de sécurité fédéral de la Russie. Les personnes et entités sanctionnées sont accusées d'être liées à un réseau d'espionnage en ligne qui, selon l'Union, aurait pris pour cible des gouvernements et mené des opérations de sabotage contre des infrastructures critiques, telles que des centrales de chauffage et des centrales électriques. L'Union a indiqué que la campagne russe avait touché plusieurs pays, dont Chypre, les Pays-Bas, l'Autriche, la Slovaquie, la Roumanie et la Finlande. De son côté, Londres a annoncé sanctionner 24 personnes et entités, assurant que ces attaques visaient à semer le chaos et la division à travers le continent. Attribuée à l'unité de renseignement Centre 16 du FSB, l'attaque de décembre 2025 contre le réseau électrique polonais a échoué, mais aurait pu priver d'électricité quelques 500 000 citoyens en plein cœur de l'hiver, a déclaré le ministère des Affaires étrangères à Londres. Moscou a d'ores et déjà nié l'ensemble de ces accusations. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a appelé ce lundi l'Union européenne à conclure un accord majeur pour faire face à l'urgence climatique à laquelle le continent est confronté. Le changement climatique tue, a-t-il affirmé depuis le poste de commandement avancé mis en place pour lutter contre l'incendie de Los Gallardos près d'Almeria qui a coûté la vie à au moins 13 personnes. Il a précisé que le dérèglement climatique représente un immense défi et que toutes les parties doivent être à la hauteur de ce qui attend le continent dans les prochains mois et les prochaines années. No solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sino que tenemos que prevenir. Por ejemplo, tenemos que prevenir asegurando y perimetrando las zonas de los municipios. Por supuesto, tenemos que prevenir, como bien antes decía el presidente de la Junta de Andalucía, y ya se están impulsando precisamente esos cursos, esa formación particularmente a los jóvenes, pero no solamente a los jóvenes, en centros educativos, de cómo reaccionar ante incendios, ante emergencias de protección civil, como por desgracia cada vez son más comunes. Pedro Sánchez a également survolé les zones touchées par l'incendie qui a ravagé près de 7000 hectares de végétation. Au moins 27 personnes ont trouvé la mort et des dizaines d'autres ont été blessées après qu'un violent incendie s'est déclaré ce dimanche soir dans un bar de Bangkok. 41 personnes ont été hospitalisées, dont 25 dans un état critique. Jusqu'ici, seulement 10 victimes ont été identifiées, 9 ressortissants thaïlandais et un laotien. 2 membres d'un groupe qui se produisait dans le bar figurent également parmi les victimes. Les témoins présents à l'extérieur ont assisté à des scènes d'horreur, de nombreuses personnes ayant tenté de sortir de l'établissement, certaines avec des vêtements en feu.
La police scientifique a commencé à travailler ce lundi dans le lieu ravagé par les flammes. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer la cause de l'incendie et les raisons pour lesquelles il a fait tant de victimes. ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จะอยู่ในห้องน้ำชายและหญิงดังนั้นเมื่อเกิดเหตุเนี่ยด้วยอาการตื่นตระหนกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเนี่ยแล้วไฟดับเนี่ยก็วิ่งเข้าห้องน้ำอาจจะไปหาทางพื้นที่ที่ออกได้หรือไปหาน้ำนะครับ Il s'agit de l'incendie le plus meurtrier en Thaïlande depuis celui qui avait ravagé le club Santika de Bangkok lors des célébrations du Nouvel An en 2009, faisant 67 morts et plus de 200 blessés. Le bilan officiel du double séisme qui a frappé le Venezuela le mois dernier s'élève désormais à près de 4500 morts. Le gouvernement vénézuélien a également indiqué que plus de 19 500 personnes vivent actuellement dans des camps temporaires. Fin juin, 2 séismes de magnitude 7,2 et 7,5 ont frappé Caracas et l'État côtier de la Guaira. Ces séismes ont rasé des immeubles entiers, laissant des milliers de personnes sans abri. Le gouvernement s'est engagé à mettre à disposition des familles certains appartements qui étaient en cours de construction avant le séisme. Il a cependant précisé que des ressources importantes seraient nécessaires pour en construire davantage et pour fournir une aide au logement à tous les sinistrés. Dans le même temps, de nombreux Vénézuéliens continuent de rechercher leurs proches ensevelis sous les décombres. De plus en plus de matériel est mis à disposition pour faciliter les opérations de recherche et de sauvetage. Beaucoup estiment toutefois que l'aide du gouvernement reste insuffisante face à l'ampleur du désastre.